Avant de commencer, je voulais juste fêter l'anniversaire de Ciel, mon graphiste. Son premier anniversaire, pour être exact, parce que c'était en novembre 2021 que je sortais mon tout premier épisode. Je suis super contente d'avoir sauté le pas il y a un an, de m'être lancée dans l'aventure podcast, mais j'avoue, je le suis encore plus de me dire que j'ai réussi à tenir cette première année, qui est souvent un petit peu l'année test. Est-ce qu'on fait 2-3 épisodes où on s'arrête ou non? Donc j'espère que ça va continuer comme ça, parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. J'espère aussi le faire évoluer pour pouvoir continuer à t'apporter d'autres conseils sur la communication visuelle. Et puis surtout, je tiens à te remercier, toi qui m'écoutes et qui suis probablement Ciel, mon graphiste, parce qu'un podcast sans auditeur, c'est vraiment pas la même chose. Donc je te souhaite une bonne écoute pour ce nouvel épisode qui vient marquer la première année du podcast. Aujourd'hui, je te propose de continuer sur notre lancée du graphisme éthique. J'avais évoqué les dark patterns dans l'épisode précédent et j'avais envie de clore le sujet tout simplement, donc de faire cet épisode dans la foulée. Donc on va s'attarder sur ces techniques qui sont en fait des techniques de design trompeur. Et je pense que ça peut t'intéresser si tu es en phase de créer ou faire créer ton site internet ou une application mobile, parce que c'est sur les interfaces numériques que l'on retrouve majoritairement ces procédés. Mais je trouve que c'est aussi important, en tant qu'utilisateur du web, de connaître les dark patterns pour pouvoir les identifier et donc les éviter. Donc, je vais t'introduire à tout ça, avec des exemples bien sûr, et puis on verra aussi quelques recommandations pour s'en prémunir. Si besoin, comme d'habitude, tu retrouveras le contenu de cet épisode retranscrit en article sur mon site internet, chicadiblu.com. Par contre, il faudra remonter un petit peu dans les pages, je crois que c'est la page 5, parce qu'il date de 2020. Si c'est important de parler des dark patterns, ou les deceptive designs comme on les appelle plutôt aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a énormément, il y en a quasiment sur la majorité des sites et des applications mobiles. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais quand même te donner quelques indices qui, je pense, vont très bien te parler. C'est la newsletter qui arrive tous les mois dans ta boîte mail, voire plus, alors que tu ne t'es abonné à rien du tout. Ou ce débit de 15 € que tu viens de découvrir sur ton relevé bancaire pour un forfait apparemment mensuel que tu ne te souviens pas d'avoir souscrit. C'est aussi la fenêtre pop-up qui te cache l'entièreté du contenu d'une page qui t'intéresse et que tu n'arrives pas à fermer parce que la petite croix semble inexistante. Tout ça, ce sont bien des dark patterns. Il ne s'agit pas d'erreur, il ne s'agit pas d'inattention de la part de la personne qui gère le site. Ce sont des procédés qui sont faits pour te manipuler sur un site web. C'est Harry Brignoul, un designer d'expérience utilisateur justement, qui a répertorié ces procédés et qui les a décryptés. Donc ça, c'était déjà en 2010, comme quoi c'est pas un phénomène récent. Donc la définition qu'il fait, lui, des dark patterns, c'est une interface qui a été soigneusement conçue pour inciter les utilisateurs à faire certaines choses, comme souscrire une assurance avec leur achat ou s'inscrire à des factures récurrentes. En fait, les dark patterns, c'est ni plus ni moins que les techniques de marketing un petit peu traditionnelles adaptées au monde du numérique. Par exemple, on va avoir le fameux prix psychologique à 10,99 € qu'on connaît bien aujourd'hui, au lieu d'afficher tout simplement 11 €. C'est aussi les produits vendus en lot, comme les packs familiaux, qui semblent beaucoup plus avantageux pour l'acheteur, mais ne le sont pas toujours dans la réalité si on compare les prix d'un petit peu plus près. L'objectif, il est évidemment commercial ou marketing, c'est soit de récupérer des données personnelles, parce qu'aujourd'hui, on le sait, nos données valent de l'or, donc tout ce qui est email, adresse, numéro de téléphone, soit pour augmenter le trafic de visiteurs sur un site ou le taux de clic sur un lien, comme une publicité, ou encore de faire grossir le panier moyen d'une commande sur un site e-commerce. Quand je te dis que le web en est truffé, c'est vraiment pas une exagération. Et si on a autant, c'est justement parce qu'ils sont très efficaces. Et s'ils sont très efficaces, c'est parce que la plupart des gens ne savent pas les reconnaître sur une page web ou sur une application mobile. Donc on va décortiquer certains de ces designs trompeurs, pas tous, pour que tu comprennes mieux de quoi il s'agit. Comme ça, tu seras à même de les identifier en tant qu'utilisateur, mais aussi d'être plus vigilant ou vigilante dans ta communication digitale. Donc pour info, sache que Harry Brignoul, il en a répertorié 12 des types de dark patterns. Comme je l'ai dit, on va pas tous les aborder dans cet épisode, ce serait trop long, mais je te partagerai des liens pour approfondir le sujet, tout sera en description.
On va commencer par les questions pièges. Comme tu t'en doutes, il s'agit d'utiliser une formulation un petit peu sournoise qui va apporter de la confusion chez l'utilisateur. Donc par exemple, dans les messages d'acceptation des cookies, c'est très courant. La question de consentement, elle va être peu claire, justement pour t'induire en erreur et finir par te faire accepter les cookies. Donc ça peut être aussi au moment de finaliser une commande, on va te demander si tu veux ajouter telle ou telle option payante, comme une garantie en cas d'annulation par exemple. Et t'es obligé de répondre pour continuer ton achat. Sauf que les boutons de réponse, ils sont là aussi peu précis et tu te retrouves parfois à accepter contre ton gré. Donc je suis sûre que là, t'as déjà 1000 exemples en tête. C'est normal, c'est parce que celui-ci, il est vraiment utilisé à toutes les sauces. Une autre façon de te faire douter, ça va être de te noyer sous des informations, avec parfois un jargon en plus incompréhensible. Donc pour les cookies, là, c'est encore très très courant. Tu vas avoir des dizaines de cases à cocher ou décocher pour refuser, ce qui demande évidemment de l'attention et du temps. Mais attention, il suffit pas de tout décocher parce que maintenant on a un petit peu l'habitude, donc en général, quand on veut refuser des cookies, on va tout décocher à la va-vite. Mais justement, il y a certains sites qui jouent sur ce point et vont inverser le sens d'une phrase pour te faire accepter une catégorie de cookies. Donc toi, t'as tout décoché, donc tu penses avoir refusé l'intégralité des cookies, mais en fait, tu t'es fait avoir parce qu'il fallait vraiment lire attentivement pour être capable de dire oui ou non à chaque case. Je t'invite d'ailleurs à te tester avec un petit jeu sur la page cookieconsenspeed.run. Le but de cette page, il est de sensibiliser évidemment à ce dark pattern-là, et tu dois mettre le moins de temps possible pour refuser l'intégralité des cookies sur un message de consentement qui va être fait un petit peu comme on va les trouver sur un site qui abusera des dark patterns. Donc moi, ça m'a pris 1 minute 57 quand même pour réussir. Voilà, je t'invite évidemment à faire mieux que moi. Mais c'est vrai que c'est pas évident, alors que tu vois, pourtant je suis censée identifier les dark patterns, mais c'est juste très bien fait pour nous piéger. Et quand elle ne joue pas avec la subtilité d'une question ou d'une formulation, il y a certaines entreprises qui utilisent carrément des leurres pour tromper notre attention sur un site. Ce qu'on appelle le bait and switch en anglais. L'objectif, ça va être de t'interpeller avec un pop-up qui surgit, ça va être une vidéo aussi qui se déclenche seule, ou un bouton qui va être beaucoup plus visible qu'un autre, pour déclencher une action différente de ce que tu pensais faire. Donc sur les sites de streaming ou de téléchargement qu'on a tous connus un jour ou l'autre, tu auras 5 boutons qui sont intitulés « Lire la vidéo » et puis t'en as qu'un seul qui fonctionne vraiment. Les autres, si tu cliques dessus, ça va déclencher un pop-up ou une vidéo qui se lance, l'ouverture d'une nouvelle page, etc., etc. Et si le contenu qui apparaît, il est promotionnel, on appelle même ça de la publicité déguisée et c'est un autre type de dark pattern à part entière. Dans le même genre, on a les erreurs de direction. Donc là aussi, le but, c'est de chercher à troubler ton intention, mais là, plutôt en jouant avec les couleurs, la taille ou l'emplacement d'un élément plutôt qu'un autre. Le but, c'est de te faire aller vers ce qui intéresse le plus, le site marchand ou non, d'ailleurs. Donc, par exemple, quand un site te proposera 2 options, type oui, non, le oui qui sert davantage l'intérêt de ce site va être mis en évidence, va te tendre les bras, parce qu'il sera de couleur vive, il sera très large, il sera au plein milieu de la page, il sera situé évidemment aussi plus haut sur la page, donc ton regard va s'arrêter en premier sur lui, alors que le non, peut-être qu'il ne ressemblera même pas à un bouton, ce sera un simple lien hypertexte écrit dans une couleur qui contraste peu avec le fond, donc beaucoup moins visible. Et à partir du moment où on sabote le choix qu'on te propose, c'est de la manipulation, tout bonnement. Il peut aussi s'agir de liens cassés. Donc le lien cassé, c'est quand tu cliques et qu'on va te dire erreur 404 ou voilà, la page que vous cherchez n'existe pas. Qu'on soit clair, un lien cassé qui a été modifié par erreur et du coup qui ne marche plus, ça arrive, surtout quand on gère seul un site internet. Donc là, je parle pour nous, auto-entrepreneurs par exemple. Mais il faut pas se leurrer, sur un énorme site e-commerce ou un site de grande marque, il se peut que ce soit tout à fait intentionnel. Surtout si, comme par hasard, c'est le lien pour se désabonner ou accéder au service d'aide qui est introuvable. Et c'est tellement dommage. Notre site fonctionne parfaitement, sauf cette page-là. Il va falloir revenir plus tard, si tu y penses bien sûr, et si tu as la motivation de le faire à ce moment-là. Le dark pattern qui fait référence à cette technique, c'est l'hôtel à cafard ou Roach Motel. Un nom qui reflète bien la joie d'y être confronté. Il s'agit tout bêtement de te faire galérer en te baladant de page en page, en te faisant traverser les limbes d'une arborescence compliquée et décourageante, voire sans issue.
Donc, tu t'en doutes, ce genre de procédé il est souvent utilisé quand tu cherches à te désabonner, à contacter le service client, demander un remboursement ou déposer une réclamation pour un service ou un produit que tu as acheté. Le site, il a beau avoir des centaines et des centaines de pages, des menus extra larges avec une tonne d'options, des pieds de page avec des liens en veux-tu, en voilà, mais il n'est pas foutu de t'indiquer clairement où aller pour faire tout ça. Pour t'abonner, par contre, c'est très facile et ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Donc dans les grands gagnants de cette catégorie, on trouve pas mal de réseaux sociaux pour lesquels supprimer définitivement un compte et toutes les infos, toutes les données qui sont rattachées à ce compte est souvent très compliqué. On a aussi Amazon qui est connu pour rendre difficile la résiliation d'un abonnement, notamment les fameux Amazon Prime. Et d'ailleurs, tu trouveras un nombre impressionnant de tutoriels pour pouvoir faire cette désinscription sur Internet. Oui, je ne rigole pas, des tutoriels. On a en vidéo très bien fait et bien pratique au demeurant, surtout pour les personnes qui ont enclenché un abonnement payant par mégarde en voulant simplement finaliser leur commande. Et je dis par mégarde en utilisant des gros guillemets, tu l'auras compris. Il n'y a visiblement pas de limite pour augmenter la rétention des utilisateurs, quitte à flirter avec l'illégalité. La difficulté de se désabonner d'un service payant, donc le fameux hôtel à cafard dont on vient de parler, ça va souvent de pair avec ce qu'on appelle l'abonnement perpétuel. Donc ça, c'est quand un site te propose une offre d'essai gratuite qui se transforme en fait en abonnement payant sans t'en avoir informé clairement. C'est-à-dire que tu vas commencer à être débité au bout de la fin de la période d'essai sans recevoir de notification. Donc pour te dire attention, là on va commencer à débiter si vous ne refusez pas l'inscription finale. Et souvent, quand tu t'en rends compte, c'est bien galère de revenir en arrière et d'obtenir un remboursement. Donc ce procédé, dans une moindre mesure, je trouve qu'il est intéressant par rapport à une communication qu'on peut faire en tant qu'indépendant. Moi, en tout cas, je le rapproche beaucoup justement de ces newsletters ou de ces mails de prospection qu'on peut recevoir de manière récurrente, alors qu'à la base, on avait donné notre mail pour une action unique, comme par exemple répondre à un formulaire de contact pour poser des questions à quelqu'un ou pour télécharger un contenu gratuit. Moi, ce qui me dérange, c'est que je le vois pas que chez des grosses marques, chez des gros groupes qui effectivement abuseraient un petit peu des dark patterns sur leur site, mais bien sur des sites de plus petites entreprises, donc start-up, voire même indépendants, qui vont un peu faire feu de tout bois, je pense, dès qu'un mail est récupéré, même si c'est pas précisément pour ce but commercial, c'est-à-dire de recevoir des informations promotionnelles ou des newsletters, en tout cas, peu importe leur contenu. D'ailleurs, parfois, si tu souhaites résilier ou en tout cas refuser un abonnement, on te fera douter par un petit message culpabilisant. Donc ça, c'est le fameux confirm shaming. Par exemple, sur un site de produits pour chat, l'inscription à la newsletter sera mise en évidence et le bouton, ou en tout cas le lien de refus, il sera évidemment moins visible, on en a parlé, mais il pourra indiquer un petit message du genre « Non merci, je me fiche de savoir ce que mon chat mange ». Donc ça, c'est un message clairement destiné à déclencher une réaction chez la part de quelqu'un qui est devant ce site internet, qui possède un chat, qui adore son chat et qui va se remettre un petit peu en question, même si c'est plus ou moins conscient. Et ce genre de petits messages, on peut les trouver très facilement donc sur des sites internet et puis penser qu'il s'agit d'un trait d'humour, plus ou moins réussi de la marque, mais c'est rarement le cas. Ça s'appuie très clairement sur un biais cognitif. Ça veut créer, provoquer une réaction. Pour terminer, je voulais citer 2 derniers exemples de design trompeurs qui, eux, poussent clairement à consommation, à pousser à l'achat. D'abord, on a les prix cachés. Donc ça, c'est des coûts qui vont venir s'ajouter à la toute fin de ta commande, donc sur un site ou une application. Donc toi, en tant qu'utilisateur, si tu es arrivé au moment de payer, c'est que tu es déjà assez engagé dans le processus d'achat. Et là, divers frais s'ajoutent, par exemple la livraison ou les frais de service ou frais de ménage, pour évoquer Airbnb qui affiche les prix par nuit. Et puis une fois arrivé à la dernière étape de réservation, la note finalement s'allonge un peu. Une autre manière de te pousser à acheter, et ça c'est pas d'hier, c'est le sentiment d'urgence, enfin de fausse urgence. Et là, tous les moyens sont bons. On peut avoir un faux compte à rebours pour indiquer la fin de la réduction de prix, un stock limité affiché à côté de l'article qui t'intéresse en disant qu'il n'en reste plus que 3, 4 ou 5 sur le site, voire des messages indiquant que plusieurs personnes sont en train de regarder le même produit que toi. Donc ça, évidemment, c'est pour te presser à finaliser ton achat,
parce que tu vas avoir peur de rater une bonne affaire, et puis la fausse satisfaction, si tu passes à l'achat, d'avoir obtenu ce bon plan juste à temps. Bien souvent, il faut se dire que ces informations sont fausses. On peut utiliser une simple extension sur WordPress, par exemple, pour générer des faux comptes à rebours, ou un nombre aléatoire d'articles en stock. Et ce dark pattern, il est très présent sur les sites de réservation en ligne, type booking.com, tout ce qui est billets d'avion aussi, ou fast fashion, pour ne citer que ça, mais c'est évidemment pas exhaustif. Et ça, c'est franchement limite comme procédé, parce que, pour rappel, une promotion, pour être légale, elle doit avoir une durée claire, donc un début et une fin, mais aussi indiquer la réduction appliquée. Donc soit en indiquant l'ancien prix et le prix promotionnel, soit en affichant un pourcentage de réduction unique sur tous les produits. Donc si tu tombes sur une fameuse offre limitée, mais qui est bien vague, sans pouvoir comparer le prix habituel d'un produit ou d'un service, il y a clairement anguille sous roche. Sans parler de certains sites qui vérifient même pas leurs chiffres tellement ils sont un peu bidons. Clairement, ça se rapproche de l'arnaque totale. C'est-à-dire que tu auras un pourcentage indiqué pour une soi-disant promotion exceptionnelle, mais quand tu fais le calcul entre le prix supposé habituel et celui de la promotion, ça ne correspond même pas. Bref, je m'arrête là parce que, évidemment, il reste d'autres designs trompeurs qu'on pourrait décrire et décortiquer, mais le podcast serait un peu trop long. Je te mettrai des liens, comme je t'ai dit, en fait, ce sera un lien qui ira sur la page hébergeur de l'épisode parce que je peux partager davantage de notes. Et puis, on va terminer surtout par quelques recommandations, notamment par rapport à ta communication digitale. Donc, je pense que les exemples qu'on a vus, ils parlent d'eux-mêmes. Il y a des designs trompeurs sur beaucoup de sites, tous les secteurs d'activité, tous les types de sites internet, vitrines ou e-commerce. Si tu connaissais pas ce concept avant d'écouter l'épisode, maintenant là tu dois sûrement faire la connexion avec plein d'expériences que tu as vécues sur le web. Et j'avais envie de t'en parler parce que je sais justement que peu de gens sont vraiment sensibilisés sur ce sujet, ou en tout cas le sont vaguement. Moi-même, quand j'ai découvert ce qu'étaient les dark patterns, c'était quand je commençais à créer mon site internet, et j'étais un peu abasourdie en fait par l'étendue du problème, et puis le côté vraiment manipulateur de toutes ces techniques. Et j'ai même eu peur d'en avoir intégré sans penser à mal, dans la façon de formuler mon contenu, de créer mon site internet, toutes les pages, etc. Mais aujourd'hui, je suis plus à même de faire attention, déjà quand je visite des sites internet, bien sûr, mais aussi quand je communique sur mon activité. Parce que si on n'aime pas ce genre de procédé quand il nous vise, pourquoi est-ce qu'on voudrait y contribuer, même à une toute petite échelle, même à un niveau bien moindre ? Car il n'y a pas à douter, le deceptive design, les dark patterns, ça va à l'encontre d'un marketing et d'une communication éthique. Donc il y a les autorités de régulation qui se penchent beaucoup sur le sujet en ce moment, parce que pendant très longtemps, aucune de ces pratiques n'était vraiment illégale. C'est pour ça que les entreprises en abusent. Donc il y a du progrès parce qu'ils essayent de réguler un petit peu, aussi de créer des sanctions pour les sites qui en utilisent trop, mais il reste beaucoup de choses à faire. D'autant que, malheureusement, si beaucoup de personnes peuvent tomber dans le panneau, toi ou moi, ce sont quand même les personnes les plus vulnérables qui vont se faire avoir le plus. Donc les personnes qui n'ont pas l'expérience nécessaire sur le web pour appréhender ces pièges, et s'en dépêtrer seules, parce qu'on l'a vu, il faut aussi pouvoir, entre guillemets, réparer les dégâts, notamment pour les questions d'argent, que ça peut aussi générer. Donc ça peut être les personnes âgées, les plus jeunes, ou les personnes qui ne parlent pas anglais, parce qu'il y a beaucoup de sites qui ne font pas l'effort à dessein de traduire leurs conditions de vente, leur FAQ, ou les formulaires pour le service client. Et puis, surtout, un recours massif au dark pattern, ça génère une méfiance envers le numérique en général, qui peut nuire même aux entreprises et aux professionnels qui sont irréprochables de ce côté-là. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment à nous, donc entrepreneurs, professionnels, communicants, de contribuer à améliorer le web et à créer des expériences utilisateurs agréables. Donc qu'est-ce que tu peux faire concrètement ? Ça va être déjà soigner la mise en page de ton site, tout simplement, avec des informations claires, un chemin précis, un design agréable et accessible. Donc ça passe aussi par soigner la structure, c'est-à-dire l'arborescence de ton site ou de ton application, pour qu'on puisse y naviguer simplement, trouver facilement les informations qu'on vient y chercher. C'est aussi porter une attention à la façon dont tu vas rédiger ton contenu web, que ce soit les pages, mais que ce soit aussi les boutons, comme on l'a vu tout à l'heure, qui ont une très forte importance. C'est aussi valable pour tes supports, même s'ils ne sont pas numériques, parce que tu vois bien qu'il y a quand même des rapprochements à faire, par exemple avec les questions pièges ou le confirm shaming, on met des messages destinés à provoquer une réaction négative, qui est vraiment là pour le but de te manipuler. Si tu penses n'être pas très clair, n'hésite pas à demander une relecture ou bien même à faire tester un parcours utilisateur.
Donc sur le site, par exemple, tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu arrives à aller là, à trouver cette information, etc., etc., pour voir si la structure est bonne, mais aussi pour être sûr qu'il n'y a pas de contenu qui va venir induire en erreur un potentiel visiteur. Pareil pour les formulaires de contact. N'hésite pas à créer différents formulaires s'il y en a un qui va vraiment être destiné à la promotion, par exemple pour s'inscrire à ta newsletter, et l'autre à une simple requête d'information sur ta page contact, par exemple. Sinon, tu peux garder un formulaire unique, mais suffisamment clair et optimisé pour effectuer différentes requêtes dessus. Pense aussi à faire un petit check-up régulier de ton site, notamment pour vérifier les liens cassés, pour le garder aux normes de la régulation, pour les RGPD par exemple, ça a récemment pas mal changé, donc il faut être en conformité. Et puis surtout, de manière plus globale, peaufine le parcours client de A à Z, c'est-à-dire avant la vente, mais aussi après. Et bien sûr, en tant qu'utilisateur ou utilisatrice du web, maintenant que tu sais tout ou presque des dark patterns, eh bien je t'invite tout simplement à ouvrir l'œil et à rester vigilant. Voilà encore un épisode qui se termine, qui est sûrement un petit peu plus long que ce que j'avais imaginé. Bon, je verrai au montage comment ça s'est passé. Mais en même temps, je trouve que le sujet est très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire, et du coup, je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Bon, on va quand même essayer de finir sur une note positive, parce que si beaucoup de sites et d'applications ont recours aux dark patterns, il est encore plus important de noter que beaucoup de professionnels, qu'ils soient graphistes, web designers, développeurs, mettent toutes leurs compétences au profit des utilisateurs, que ce soit en améliorant la convivialité, la fluidité, l'originalité ou encore l'accessibilité du monde numérique. La législation progresse sur le sujet, tout comme les mentalités, donc on peut croiser les doigts pour un web plus transparent, inclusif et éthique. Si cet épisode t'a plu, si le podcast dans son ensemble t'intéresse, eh bien je t'invite à me suivre, à t'y abonner pour recevoir les nouveaux épisodes quand ils sortent, et puis surtout à lui mettre des étoiles ou à le commenter sur les plateformes audio où c'est possible. N'hésite pas non plus à le partager autour de toi à des personnes qui seraient intéressées par ce sujet, c'est vraiment la meilleure façon de me soutenir. Merci encore une fois et je te dis à bientôt pour un prochain épisode de Ciel et mon graphiste.